23 décembre 2024, à une journée du réveillon de Noël, Pascal, et on est réunis pour un épisode qu'on pensait peut-être pas faire. Puis finalement, on s'est dit, bon, voyons donc, le tournoi s'en vient. On n'a pas trop parlé du championnat mondial junior sur le podcast. On en a parlé, en tout cas, moi j'en ai parlé ailleurs dans d'autres. Ça aurait été bien sacrant de ne pas offrir ça à nos auditeurs. Ouais. Donc, nous y voilà. Podcast spécial pour le mondial junior 2025. Ça va être le dernier podcast de l'année là, officiellement. On n'en fera pas pendant le temps des fêtes, c'est pas mal certain, pour des raisons tout à fait évidentes. On va avoir une couverture du championnat mondial junior sur le site de toutsurlehockey.com. Donc, n'hésitez pas à aller consulter nos résumés de matchs qu'on va faire, nos analyses et tout. Donc, on a beaucoup de contenu à prévoir dans la prochaine et les prochains jours, prochaines semaines. Pascal, le camp est déjà commencé. Les matchs préparatoires sont déjà commencés. On va y aller à la fin de l'épisode de nos prédictions habituelles. Comment on voit ce tournoi-là, qui on voit sur le tableau des médailles, les Oui. joueurs qui risquent de s'illustrer. On va commencer bien évidemment par l'équipe canadienne. Regarder en gros les forces en présence. Est-ce qu'on peut s'attendre premièrement à une édition aussi puissante qu'à l'habitude du côté du Canada? Puis est-ce qu'il y a eu des déceptions de ton côté au niveau de la sélection de l'équipe canadienne? Bah, tu sais, la sélection, c'est tout le temps. On se pose tout le temps des questions un peu là, sur certains noms, mais. Désolé si vous entendez le four faire bip 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 en arrière. Tout le temps un peu de déception sur certains noms, mais personnellement, tu sais, il y a beaucoup de noms que je suis vraiment content qu'ils soient là, comme Ivankovic, comme Schaefer, comme McKenna aussi. Donc, c'est sûr, j'aurais aimé ça que Michael Misha soit là, contrairement à d'autres joueurs, mais on peut comprendre qu'il va avoir il va avoir sa chance dans d'autres tournois. Donc, je peux comprendre. Je pense que c'est le nom que je suis un peu plus déçu, là. Mais c'est pas la fin du monde, comme on dit, là. Dans les déceptions, plus déçu pour Michael Misa ou pour Beckett Seneka? Ah, Misha. Seneca, j'en ai pas grand-chose à foutre. Parce que c'est pas ce qui est pas bon, là. C'est pas que je l'aime pas. Mais avec tous les joueurs qu'il y avait sur l'alignement, tu sais, le rôle qu'il jouait, je pouvais comprendre qu'il soit pas sélectionné. J'ai oublié Porter Martin aussi, qui est là, que je suis vraiment content. Donc, je pouvais comprendre un peu que sa non-sélection, tu sais, il voulait être probablement quelqu'un de plus défensif. C'est pas sa force cette année, même s'il produit en fou, puis qu'il a un profil quand même assez intéressant pour le hockey professionnel. Mais dans ce tournoi-là, peut-être que les évaluateurs ont déterminé que c'est pas nécessairement le profil recherché. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel, mais que il prend quand même une option individuelle assez souvent cette année. Donc, oui, sa fiche est impressionnante, mais c'est pas pour rien non plus. Donc, j'aurais aimé ça pareil, mais que veux-tu? Y a-tu, Pascal, une surprise? C'est Guillaume Villeneuve qui nous posait ça en commentaire comme question. Y a-tu une surprise en particulier au niveau de la composition de l'équipe canadienne cette année, à ton avis? Ben, les gars du draft 2025 qui sont vraiment omniprésents, sérieusement, là, c'est la plus grosse surprise à mes yeux que Ivankovic à la place de Ravensburger soit là, Ravensburgen, excusez, soit là. Après ça, que Schaefer soit là sur le premier PP, en tout cas sur la première paire, voire top 4 assez régulièrement. Ensuite, que Martin soit là aussi, c'est quand même, puis Mike McKenna, c'est quand même 4 jeunes qui vont avoir un rôle dans l'équipe. Donc, Ivankovic, probablement que ça va être le troisième gardien de but, mais quand même, c'est la surprise à mes yeux là, de l'équipe. Ouais, c'est une belle preuve de confiance pour lui. Tu sais. J'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast à Étienne, dans le podcast Le Temps d'arrêt. Là. Tu Mhm. sais, puis on en a parlé sur le podcast ici aussi, mais tu sais, on s'était fait dire que Ravensburgen il était vraiment dans la ligne de mire d'Hockey Canada depuis un petit bout. Là. Puis Ouais. c'était Simon Servant qui s'était fait dire ça, puis qu'on s'était partagé l'info à l'interne. Puis tu sais, ça m'a quand même surpris que de un, on l'invite même pas au camp, puis de deux, on le préfère à Ivankovic. Tu sais. Pas qu'il est sorti nulle part. Tu sais, on s'entend, il y a eu un solide link-up. Je pense que c'est ça qui a pesé beaucoup dans la balance. Tu sais. On a voulu comme
le récompenser. Puis c'est un peu la continuité de son développement au sein du programme canadien. Fait que non, c'est une agréable surprise quand même au niveau des gardiens de but, même si personnellement, je pense que c'est Carter George qui va hériter du poste de numéro 1 là, pour l'équipe canadienne. Ouais, c'est fort possible. Tu sais, Ivankovic, au niveau international, ça fait quand même longtemps qu'il est là, qu'il représente le Canada puis qu'il performe. Donc, oui, il est plus petit, là, mais son talent demeure quand même assez intéressant là, pour même contre des meilleurs joueurs. Donc, il y a un meilleur, statistiquement parlant, il y a quand même un très bon début de saison là, versus Ravensburgen, que c'est peut-être un peu moins intéressant. Fait que c'est peut-être ça que je joue dans la balance aussi. Là. Parlons de la défensive, Pascal. La défensive canadienne. On a fait confiance quand même à quelques jeunes au sein de la formation et j'ai nommé Sam Dickinson et Matthew Schaefer Mhm. notamment. Euh, dans un premier temps, il y a eu des exclusions au niveau de la défensive. Pour moi, Zane Parek n'est pas nécessairement une exclusion offusquante. Je comprends parfaitement aussi qu'on en est venu à ne pas le prendre. Les défenseurs offensifs, rendu là, je vais prendre Schaefer avant. Je vais prendre Oliver Bong qui a de l'expérience. Je vais prendre d'autres défenseurs qui ont montré plus d'efficacité générale, disons-le ainsi. Mais je m'explique quand même mal avec le profil qu'il a, l'absence de Carter Yakemchuk, tant qu'à prendre des défenseurs un petit peu plus jeunes. Est-ce que c'est une décision qui t'a surpris de ton côté? Pas vraiment. Tu sais, il est moins stable un peu que certains joueurs à rôle qu'on a dans l'équipe. Tu sais, le rôle que Yakemchuk jouerait, il pourrait, tu sais, oui, c'est un rôle physique, il est bon en offensive, défensivement, il est quand même pas mauvais non plus, mais il y a d'autres défenseurs dans l'équipe qui sont meilleurs que lui défensivement. Il y a d'autres défenseurs dans l'équipe qui sont plus mobiles que lui. Puis il y a d'autres défenseurs dans l'équipe qui, offensivement, écrivent plus de choses sans nécessairement être risqué, si on veut. Donc, je pense qu'on est allé vraiment avec la loi des probabilités. C'est-à-dire que on sait que ce gars-là est bon dans certains rôles. Lui, il est bon là, lui, il est bon là. Je pense qu'ils ont vraiment voulu segmenter au lieu d'avoir un gars un peu plus polyvalent, mais quand même un risque dans chacune des parties du jeu. Tu sais, le Canada est vraiment conservateur. Puis je pense qu'il y a Kemchuk est tout sauf conservateur. Donc, c'est probablement pour ça. J'aurais aimé ça le voir là avec sa bine puis avec son côté physique, mais est-ce qu'il va être discipliné? Tu sais, les grosses pénalités, ça peut vraiment faire mal à une équipe aussi. Donc, je peux comprendre la sélection. Tu sais, j'aurais aimé ça le voir là, mais que veux-tu? À la place de ton Caden Price. Hein. Mais, Euh, Sam Dickinson ou Matthew Schaefer comme défenseur de confiance rapidement comme ça dans l'alignement du Canada, selon toi? ben, le potentiel de Schaefer est au-dessus de Dickinson. Tu essayes les deux dans les préparatoires. Schaefer a mieux performé. Donc, tu prends Schaefer. Dickinson, en ce moment, j'ai pas eu l'occasion d'écouter tous les matchs. J'en ai écouté juste un. Puis Dickinson n'a pas été bon. Aujourd'hui, Sabrina a gagné. Sébastien, Seb de TSLH Espoir a mentionné qu'il y avait vraiment de la misère dans les matchs préparatoires, pré-tournoi. Tourne... Pré-tournoi. Pardon, désolé. Donc, C'est le temps des fêtes qui arrive. je le prends pour C'est moi. bien correct. C'est les virus, man. Je le prends pour mot, donc j'ai confiance en son évaluation. Donc, ça c'est peut-être ce qui va faire la différence dans le rôle qu'il va avoir versus Schaefer. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que Dickinson n'a pas été bon dans les matchs avant le tournoi. C'est quoi le mot en français? Les matchs d'exhibition? On va dire exhibition. Match préparatoire. Match préparatoire, mais c'est... Donc, donc peut-être qu'il s'est mis trop de pression, je sais pas, là. Mais Schaefer a tout pour réussir, donc je peux comprendre qu'il soit l'élément numéro 1 au niveau défensif, offensif, puis en plus défensivement, il est excellent. Donc, Dans le podcast Temps d'arrêt avec Étienne, je m'étais mouillé en disant que je prenais peut-être Sam Dickinson avant Matthew Schaefer. Puis je pense que je me suis complètement gouré avec cette ouais, mais analyse-là, avec comment Dickinson est sorti d'un match pré-saison. Moi, tout, je regardais un petit peu tantôt, là, par-ci par-là.
le match, là, mais d'un œil. Là. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Fait que je me tiens vraiment à l'évaluation de Seb aussi. Là. Mm. Si Dickinson n'a pas gagné de points dans les matchs préparatoires, puis que Schaefer a été capable d'avoir un impact, d'être efficace en powerplay aussi, ben là, ça devient quand même un choix, parce que Schaefer est capable d'être complet aussi, ce que Dickinson est capable d'être. Fait que, je pense que ça peut devenir la décision à prendre pour Team Canada en défensive. Ouais, puis tu sais, avoir un Dickinson dans ta manche, sur la deuxième paire ou troisième paire, qui, en mettons, Schaefer plus de misère en cours de tournoi, Dickinson va être là. Fait que tu sais, c'est un beau problème à avoir entre les mains, je te dirais. Puis tu sais, c'est normal qu'on choisisse, mettons, Dickinson avant Schaefer, quand tu penses au fait que Dickinson est le défenseur numéro 1 d'une meilleure équipe de la Ligue, les mieux dirigées, tu sais, les mieux construites avec les Knights de London. Qui a eu un Donc, excellent tournoi de la Coupe Memorial aussi. en plus. Fait que, mais d'un autre côté, on en parlait en privé avant, puis il y en a qui disent que Sam Dickinson au Linka, il était mauvais. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais c'est vrai que comparé à la Coupe Memorial, c'était pas la même game. Fait que, La défensive était moche. C'est pas ouais, beau c'est le tournoi ça. pour le Canada. Exact. Fait que, là, c'est quel Sam Dickinson va se présenter, celui-là de la Coupe Memorial ou celui des tournois internationaux, ça va être ça à voir. Là, c'est ça. Puis il va y avoir Bunk de toute façon avec lui là, pour le stabiliser. Là. Pour, ça me stresse pas bien. Yes. Si on se transporte maintenant vers l'offensive, puis je trouve le commentaire intéressant, je vais lancer la discussion avec ça. C'est PL Vézina qui soulignait ça en commentaire sur Patreon. Sur le premier trio, on a 3 joueurs de fin de première ronde en 2023 du repêchage à la Ligue nationale. Premier trio qui est composé d'Easton Cowan, Callum Ritchie et Bradley Nadeau. Est-ce que leur performance en match exhibition présentement, ça va super bien les trois ensemble, est-ce que ça va se maintenir ce type de chimie-là pour le tournoi principal? Ah, c'est 3 joueurs qui ont pas un profil similaire, mais un profil vraiment intéressant, difficile à affronter aussi, là, assez complet dans les deux sens. Fait que non, moi je les vois ensemble pour tout le tournoi. Tu sais, Nadeau, il amène beaucoup de finesse, quand même beaucoup d'habileté. Après ça, l'autre que tu as dit, Cowan, on connaît tous Cowan. Oui, il est peut-être surestimé en termes d'espoir d'organisation, mais en termes d'espoir junior pour Hockey Canada, c'est le premier ordre. C'est d'ordre mondial, comme dirait un certain analyste à la télé. C'est de classe mondiale. Donc, non, moi, je suis content comme de les avoir comme premier trio. Là. C'est sûr à 100% qu'ils vont être difficiles à affronter et qu'ils vont produire. Ils jouent vraiment professionnel. Dans ce tournoi-là, c'est sûr que le Canada vont sticker avec eux autres. Dans un rôle plus effacé, Braden Yeager risque de commencer comme attaquant de profondeur. Est-ce que tu crois que plus le tournoi va avancer, plus on va faire confiance en Yeager sur le plan offensif dans l'alignement? Ben, il faut qu'il construise son tournoi avec la défensive en premier. C'est vraiment ça qu'on va lui donner comme tâche au début. Puis on sait tous les deux qu'il est capable d'amener l'offensive, mais qu'il va falloir qu'il base le tout sur qu'est-ce qui se passe sans la rondelle. Donc, j'aurais aimé ça qu'il soit dans le top 9, voire top 6, dans startant, puis vraiment avoir un rôle primordial pour l'équipe, parce que je pense qu'il est capable. Mais ça va être à lui à prouver qu'il est capable de remplir la tâche si quelqu'un d'autre répond pas aux attentes, mettons. Je regarde rapidement l'alignement du match contre la Suède. Puis on a un certain Tanner Howe qui a quand même resté 3e, 4e trio tout au long des matchs préparatoires. Est-ce que tu crois que Tanner Howe a des chances de grimper dans l'alignement ou peut-être plus de glisser en dehors au rang de 13e, 14e attaquant? Ben, tu sais, à son année de repêchage, en interne, on disait beaucoup que Tanner Hall était un gars vraiment, vraiment excellent dans des désavantages numériques, puis au niveau défensif, c'est un gars qui était capable de déranger malgré sa petite stature. Puis je pense que l'événement, le tournoi, est parfait pour lui. Ça va être un joueur de rôle, selon moi. Il n'y aura pas vraiment de tâches en offensive, je crois.
Puis, tu sais, je pense qu'il est capable d'embrasser ce rôle-là à perfection, puis à déranger l'adversaire, puis à vraiment le neutraliser le plus qu'il peut. Donc, je pense pas qu'il va descendre. Je pense plus que son rôle va juste se stabiliser, se cimenter à force de jouer dans le tournoi. Je le vois très bien demeurer là. Parlons maintenant d'un espoir qui va sûrement attirer notre attention par le fait que c'est un prospect de 2026, du repêchage 2026. Mhm. Et je parle évidemment de Gavin McKenna. Oui. Moi, personnellement, j'avançais dans le podcast du temps d'arrêt, puis je vais souvent mentionner parce que j'ai parlé avec Étienne du championnat mondial junior avant de faire ce podcast-ci. Puis, Oui. moi, mon feeling, c'était que on allait possiblement le garder, pas à l'écart, mais qu'on allait lui donner des tâches un petit peu plus obscures, un petit peu plus effacées pour tranquillement qu'il fasse ses preuves, puis qu'on l'amène dans la mêlée au moment opportun, dû à son jeune âge, son manque d'expérience. Puis là, on le voit aujourd'hui dans le match préparatoire contre la Suède, on l'a placé sur le deuxième trio avec Berkeley Catton et Luca Pinelli. De ton côté, comment tu vois le rôle de Gavin McKenna au sein de la formation canadienne? Ben, il était à bonne place. Moi, j'étais au début. Et il me mettait plus comme 13e, puis j'étais comme, bah ouais, 13e. Il va juste prendre de plus en plus de place, puis c'est exactement ça qu'il est en train de faire. Donc, non, je le vois comme lui qui va produire le plus, puis que le coach, il fait comme pas une année de cadeau. Moi, je suis bien pour ça. Veux pas, c'est un gars vraiment jeune qui a pas nécessairement les habiletés défensives de d'autres. Donc, il peut pas prendre toute la pression, selon moi, en startant, mais il va juste prouver qu'offensivement parlant, il peut encore prendre plus. Il peut encore en prendre plus. Donc, il est à la bonne place pour commencer le tournoi, je pense. Là. Je suis quand même d'accord avec le commentaire à Guillaume Villeneuve. McKenna, ça va être le Joker quand on va avoir besoin de punch. Il va aller allumer un trio, effectivement. Mm. C'est le genre de gars que tu embarques de façon opportuniste sur l'avantage numérique. Tu l'amènes contre le trio le plus faible de l'autre équipe pour donner un break aussi à un autre joueur dans l'alignement. Effectivement, c'est le genre de rôle, moi, que j'entrevois beaucoup. Mais c'est le genre de gars, justement, je pense, qui peut aller prendre le poste à un Tanner Hall, à un... Nado sur le premier trio, peut-être si ça même... fonctionne pas Ouais, ça me surprendrait, par exemple, Nado, parce que... En tout de cas, on façon verra. éclair. Ouais, c'est ça. Je suis pas le plus Mais... grand fan de Nado. Ben, écoute, moi, je vais faire du pouce avec Bradley Nadeau, là, mais moi, je l'ai regardé dans la Ligue américaine cette année pour un Patreon. Il avait demandé un Game Report sur lui. J'ai été quand même déçu du jeu de Bradley Nadeau. Je l'ai trouvé hésitant pour utiliser son tir. Est-ce que c'est une gêne par rapport au fait d'être nouveau dans la Ligue américaine? Fort possiblement. Peut-être un petit manque de confiance, tu sais. Mais j'ai trouvé qu'il essayait beaucoup de distribuer la rondelle. Puis honnêtement, il le faisait vraiment pas bien. Tu sais, énorme. Puis là, c'est pas juste sur l'espace d'un match. Là, c'est dans les. J'ai regardé 4 matchs pour faire le Game Report. Puis dans les 4 matchs, il y avait une solide récurrence au niveau des passes ratées. Là. C'était flagrant. Là, tu sais. Même si je ne m'étais pas attardé à ça, ça me serait sauté aux yeux. Là, tu sais. Des Mhm. passes en arrière des joueurs, des passes, des décisions de passes inopportunes. Fait que tu sais, c'était vraiment. Moi, ça me dérangeait beaucoup dans son jeu. Puis tu sais, Bradley Nadeau est très dangereux avec son lancer. Puis je trouvais qu'il s'en servait pas assez, justement. Il créait pas beaucoup d'espace pour aller utiliser son tir. Fait que tu sais, je m'attends quand même à ce que dans le championnat mondial junior, il retrouve ça, tu sais. Puis avec un gars qui est capable de mener le jeu comme Carl Ritchie, un gars qui est capable d'aller dans les coins, de faire la sale besogne aussi comme Easton Cowan, qui a un potentiel offensif quand même intéressant. Tu sais, je pense que Nadeau peut être un catalyseur puis être un finisher sur cette unité-là. Fait que, tu sais, Ouais. je m'attends à revoir le Nadeau de l'année de repêchage et non ce que je viens de voir dans la Ligue américaine, là, honnêtement. Puis pour clore la discussion, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Pascal, sur Nadeau, mais Guillaume dit en commentaire, pensez-vous le voir à Rimouski? Non, Non. il ne descendra pas de la Ligue américaine pour aller à Rimouski. Là, je penserais vraiment Je pas. penserais pas Il non plus. n'a pas l'air fou. T'sais.
il a pas l'air fou dans la Ligue américaine. Il suit le rythme. C'est sûr que c'est pas le gars qui outskate tout le monde, qui patine plus vite que tout le monde. Mais il y a quand même un impact. Là, sur l'avantage numérique, il est dangereux. Une fois que le jeu est installé en zone offensive, il fait des bonnes choses. Je le vois pas nécessairement venir à Rimouski, honnêtement. Moi non plus. Je regarde dans... Ah, ben tu vois, PL, parce qu'on regarde pas le match en même temps, mais PL Ouais, vient d'écrire que McKenna a scoré son premier goal. Donc, nice. parlons, Pascal, pour terminer la discussion. On pourrait faire le tour à tour des joueurs, là, Carson Rakoff puis Porter Martin et tout ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec leur performance du tournoi. Là. On analysera plus en profondeur ce qu'on a vu au tournoi. Mais je suis curieux de t'entendre sur nos deux joueurs de la LHJMQ, en Ethan Gauthier et Mathieu Catafort. Quel rôle on peut s'attendre d'eux dans le tournoi, dans le prochain tournoi à Ottawa? Ethan Gauthier, c'est un petit peu un couteau suisse. Tu peux le mettre un peu partout dans ton alignement. Un joueur aussi qui peut être utilisé pour réveiller les armes sur un trio parce qu'il amène beaucoup d'énergie. C'est un gars qui a un petit peu une petite peste aussi. Donc, défensivement parlant, il est bon. Offensivement parlant aussi. C'est un gars qui est quand même habitué à marquer les gros buts, à faire les gros jeux des deux bords de la patinoire. Donc, c'est un gars que tu peux sortir dans les bons moments. Catafort, c'est un peu la même chose. Peut-être un peu plus de gabarit dans son cas. Peut-être un peu plus de rapidité aussi. Mais tu sais, pas nécessairement rapidité, mais bref, on se comprend. Mais je jouais deux gars de bas de formation qui peuvent remplir des rôles un peu similaires pour allumer les poudres si c'est flat un peu ou ben whatever. Là. Donc, est-ce que c'est des rôles importants? Ben, je pense que oui, dans une équipe, surtout dans un tournoi qui a aussi peu de matchs. Donc, ça va être à eux de trouver leur façon de s'imposer dans l'alignement, peut-être dans le haut de la liste pour certaines affaires. On a une autre question de PL qui vient de rentrer au sujet de la formation canadienne. Puis on revient sur le petit débat entre Dickinson et Schaefer. C'est PL Vizina qui nous demande. Vous aviez pas mal tous Dickinson top 3 l'an passé. Je pense que les deux, on l'avait 3. Hein, mais en tout cas, moi, je l'avais 3. Là. Toi, tu l'avais 3 aussi, Pascal? 3 ou 4, je me rappelle plus, je peux checker. Mais bref, la question à PL, c'est quelle est la différence? Quelle est la différence entre les deux profils de Matthew Schaefer et de Sam Dickinson? Ouais, je vais te dire ça. Je l'avais 3. Ben, les profils, c'est que au niveau de Schaefer, tout est une coche plus haut ou presque. Peut-être à pas même défensivement, mais cette année, défensivement parlant, Dickinson se concentre plus sur l'offensive. Donc, Schaefer relance l'attaque plus créativement, si on veut. Il est plus létal en contre-attaque. En possession du disque le long de la ligne bleue, il est plus créatif. Il a plus tendance à influencer l'adversaire. En contre-attaque aussi. Il est pas mal plus... il met pas mal plus à l'adversaire sur les talons. À 1 contre 1 au niveau de ses mains en protection de rondelle, il est meilleur aussi. Son lancer, assez similaire, mais je pense que le lancer des poignets de Schaefer est un peu meilleur. Dickinson, défensivement, c'est là qu'il y a une petite différence. Dickinson est meilleur, je pense qu'il est plus un peu plus physique. Mais Schaefer, oui, il est jeune. Moi, je m'en fous un peu de l'âge, mais ça demeure un gars de septembre. Puis il est comme pas raw, mais le potentiel au niveau de l'amélioration est incroyable pour Schaefer. Tout comme ça l'est aussi pour Dickinson à certains niveaux. Mais le plafond est élevé dans quasiment toutes les catégories. Donc, tu sais, le potentiel de développement aussi. Fait que ça fait en sorte que Schaefer est 1-2 coches de plus que Dickinson. Que Schaefer, en ce moment, dans un draft quand même assez bon, ben, correct au niveau du top, ben, il est tout de suite en novembre, décembre, comme numéro 1 potentiel. Il est en train de se détacher de la compétition. Puis Dickinson, ça n'a jamais été un débat pour lui. Passons à la Suède, Pascal, l'adversaire du Canada au moment d'enregistrer ce podcast-là en match préparatoire. La Suède qui nous arrive avec une équipe qui comporte d'ailleurs ton favori, Oscar Ouellet, qui va être là. Tu vas être content. On va pouvoir la regarder un peu
Je peux le regarder quand je veux, je te dirais. Ah non, ben oui, mais dans un contexte de tournoi, c'est le fun. Oui. Euh, j'ai dit la Tchéquie, j'ai dit la Suède ce soir, c'est pas vrai, Moi, c'est c'est la l'autre match Tchéquie. d'avant, c'est ça, Ah c'est à ouais. soir, c'est contre la Tchéquie. Mes excuses, merci Guillaume de me remettre à l'ordre. Bref, parlons de la Suède quand même. Euh, comment tu vois cette formation suédoise pour le prochain championnat mondial junior? Est-ce qu'on a des chances de se retrouver en finale avec la formation qu'on présente cette année? Non, ben oui, tu sais, il y a toute une chance avec Suède, USA puis Canada. La Suède, ce que j'aime bien, c'est que ça bouge beaucoup la puck. Il y a beaucoup de talent pour faire bouger la rondelle. Il y a des joueurs à rôle défensif aussi. Il y en a plus offensif. Mais c'est comme. C'est c'est un tiers de moins au niveau du talent, je pense, à tous les égards que le Canada, surtout parce que c'est pas mal moins rugueux. Vraiment, vraiment moins. Là, tu sais, c'est les joueurs comme Berg Edstrom, Forsval, Nielsen, Traff, tout ça, c'est Anton Valberg aussi, c'est du monde qui est Unger Sorum, qui sont capables de jouer dans les deux sens, certains amènent un peu de physique, mais c'est plus vers l'habilité que vers le physique, je trouve, que c'est pas nécessairement vers le trafic, ça n'a jamais été leur identité, fait qu'il va falloir qu'ils jouent une game de possession de rondelle, ils ne pourront pas faire de dump and chase, de toute façon la Suède ne fait jamais ça. Fait qu'ils ont les éléments défensifs pour le faire, les éléments offensifs aussi, mais l'aspect physique va être difficile sur le tournoi. Vu que c'est un tournoi à court terme, un tournoi pas long, peut-être qu'il y a des habiletés pour ressortir, mais je pense que le Canada, dans tous les trios, il y a quelque chose pour détruire l'adversaire. Donc, ça va vraiment être un gros adversaire pour la Suède, le Canada, à ce niveau-là. Le Canada qui ont 3 joueurs du repêchage cet été dans leur alignement, puis un gars de 2026. Du côté de la Suède, on a Victor Eklund. Comment tu vois l'espoir du repêchage cet été se démarquer dans cet alignement suédois-là? Ben, c'est de ceux qui se démarquent le plus dans une ligue pro. En fond, c'est la Hockey Allsvenskan, c'est professionnel. Puis il produit. Oscar Verlet aussi a produit en début de saison. Je pense qu'il y a une production de 0,5 par match, mais Eklund, qui est beaucoup plus jeune, a une excellente saison. C'est un gars hargneux quand même. T'sais, physiquement parlant, il ne sera jamais dominant, mais il est tout le temps dans le trafic. Un gars de possession de rondelle, en rondelle, encore une fois, va créer de l'offensive autant bien qu'il va la finir. Défensivement parlant, c'est un travail en construction, mais quand même, il est willing. Fait que, tu sais, moi, je sais pas s'il va jouer à tout le tournoi dans le top 6, dans le top 9, mais le talent, il est là. Puis, tu sais, au niveau de talent, tu sais, moi, Otto Stenberg, j'ai jamais été un gros fan, mais international, il a toujours produit. Fait que, tu sais, c'est un duo qui pourrait quand même m'intéresser là, à regarder ensemble dans le tournoi. Là, mais est-ce que ça va être ça? On verra bien, là. Mais c'est certainement une option en offensive, parce qu'on sait déjà qu'il est capable de jouer contre des hommes. Otto Stenberg, le fameux joueur suédois excellent en championnat mondial. Mm. J'ai hâte de voir s'il va avoir un impact comme à son habitude dans ce tournoi-là. Euh, du côté de la Suède, il va avoir un certain défenseur à surveiller et c'est Axel Sandin Pellikka. C'est pas Qui, Rasmus Bergqvist? ben, j'allais en venir exactement. C'est Axel Sandin Pellikka Oui. démontre de très belles qualités présentement du côté de la SHL. Son développement se passe très bien. T'sais, on avait quelques réticences à son année repêchage. Euh, Contrairement à Seb Gagné, mettons, qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Un potentiel offensif qu'on respectait, mais peut-être quelques carences dans son jeu en général. Mais présentement, dans SHL, ça semble pas être un problème. Euh, Puis dans sa formation en SHL, ben justement, il est jumelé à Rasmus Bergqvist, un espoir du Canadien de Montréal. Dans le fond, c'est l'avant-dernière sélection du repêchage 2024. Me semble de mémoire, en tout cas, dans les 5 derniers, là, je vais y aller conservateur parce que des fois, ma mémoire de poisson fait défaut. Puis je fais des mauvaises associations des fois. Fait que ça, c'est pas bon, ça. Mais bref, Rasmus Bergqvist, tu sais, moi, je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder, Pascal. Là. Je sais que j'avais dressé son profil
après le repêchage, puis tu sais, c'est clairement un défenseur défensif, là. L'espoir des Canadiens est quand même assez efficace pour tasser l'adversaire devant le filet. Joue beaucoup du bâton, tu sais, c'est pas un gars qui va donner des coups d'épaule. Fait que ça revient un peu à ce que tu mentionnais précédemment, tu sais, l'aspect physique du côté de la Suède. Tu sais, un défenseur défensif comme lui, qui joue pas nécessairement physique, tu sais, ça aurait bien fait qu'il donne une coup d'épaule de temps en temps. Ouais, mais tu sais, en Suède, c'est rare qu'ils sont développés dans ce sens-là. Il faut vraiment qu'un espoir soit un bully pour que. Puis, de toute façon, ils ont tout un 2 minutes qu'ils font un plaqué trop fort. Fait que je peux le comprendre, mais en Amérique du Nord, peut-être que ça va changer, là. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, pour appuyer Sandin Pelika, ça se passe quand même bien Ouais. présentement. Euh, je sais que, tu sais, il y a Patrick Bexel qui suit beaucoup les espoirs en Suède, que, tu sais, depuis le début de l'année, ils vendent beaucoup Rasmus Bergvist au niveau de son jeu, au niveau de sa fiabilité en défensive. Ouais. Tu sais, j'ai tendance à le croire, honnêtement. Mais, tu sais, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce gars-là, tu sais, les projections soient que les projections sont que c'est un défenseur qui est capable de jouer pro pour ce qu'il apporte au niveau de la défensive. Puis il joue déjà pro. Fait que, tu sais, il joue pro en Suède. Fait que, Ouais, c'était la même affaire avec Petteri Nurmi, c'était la même affaire avec Norlinda aussi. Tu sais, les joueurs sont capables de jouer un rôle, mais pas défensivement dans Norlinda. Mais tu sais, Nurmi, c'est la même affaire aussi. Il ne sera pas signé rien, là, ou il n'a pas été signé. non, c'est ça. Mais tu sais, Bergvist, c'est ça. C'est que, ce qui est bien, c'est que c'est son année post-repêchage. Il a quand même un rôle déjà établi dans un rôle de profondeur dans la Ligue, dans la SHL, puis il joue quand même avec un très bon joueur. Donc, on lui fait confiance. Mais tu sais, avec un bon patin, un bon bâton, puis une conscience défensive, un petit nez pour le trafic, tu peux aller quand même assez loin dans la Suède, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il le fasse aussi de ce bord-ci de l'Atlantique. Mais dans un tournoi comme là, il a joué dans un niveau plus élevé que la majorité des joueurs, que 80-85% des joueurs qui vont être dans le tournoi. Fait que c'est sûr qu'il va peut-être ressortir un peu plus pour les petits détails. Mais je pense qu'il y a eu 1 ou 2 buts là, dans le tournoi préparatoire, là, donc dans les matchs préparatoires. Donc j'ai hâte de voir son tournoi. Mais tu sais, faut pas s'emballer, là. Ok, c'est pas une vedette, là, c'est pas un vol, rien, là. Je Non, c'est pense que ça. les partisans sont au courant. Pas besoin de vous Ouais, prendre là, pour des enfants, là. ouais. Même Bexel, tu sais, il en parle en bien, mais il fait pas comme mettons, avec Norlinder, tu sais, il dit les choses, des facts, si on fait ça. Il dit plus des faits, c'est-à-dire qu'il a bien joué. Non, c'est ça. À 18 ans, il a bien joué contre des hommes. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Pas grand-chose, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Exact. Ben, tu peux demander des game reports, on vous en faire. Ouais, on va en faire assurément. Quelques omissions quand même du côté de la Suède. Là, tu sais, on a Liam Dower Nielsen Mhm. qui n'est pas là. Quelques autres joueurs aussi, là, je ne les ai pas sous la main. C'est juste pour mettre en bouche dans le sens que il n'y a pas juste au Canada qu'il y a des décisions particulières au niveau des choix d'alignement. Tu sais, Mm. peu importe la nation, il y a toujours des joueurs qu'on se dit, voyons, pourquoi ils n'ont pas été invités et tout ça. Mais moi, la pire formation qui a omis d'inviter des joueurs, puis là, on nous demande Anton Frondel, êtes-vous surpris qu'il ne soit pas invité? Il fait Ben, partie des omissions, mais il il était au est au Junior A. c'est ça, Ouais. il est au championnat junior A présentement. Il a connu un solide tournoi. T'sais, il pourrait-tu rejoindre la formation? Peut-être, là, Je mais penserais pas. c'est ça. Il est allé au tournoi Junior A à la place, puis il a tout détruit là-bas. Là, fait que, il va retourner chez les pros après. Mais bref, ce que je m'en allais pour dire, c'est que la plus grosse omission, c'est du côté de la Tchéquie. Et c'est Dominique Badinka. Ouais. Je le sais que, mettons, Radim Murtka n'a pas été invité. Ça aussi, je l'explique mal là, quand je regarde l'alignement. Adam Beniak aussi, je m'explique mal pourquoi on n'a pas amené ce gars-là qui a complètement dominé le Linka là, du côté de la Tchéquie. Puis tu sais, quand tu te permets d'inviter des joueurs qui sont de la même année de repêchage, tu sais, l'excuse que Beniak est trop jeune, tu sais, elle tient pas. Tu sais, ce gars-là aurait pu t'amener au moins de l'offensive. Tu sais. Je comprends, on voulait amener des gars peut-être un petit peu plus physiques, un petit peu plus intenses. Beniak est très en finesse dans son jeu, mais
je veux dire, t'as pas la profondeur du Canada. Là, Adam Ouais. Beignac, ça te le prend dans ton équipe. Il faut que tu crées l'offensive. Tu ne seras jamais capable de rivaliser défensivement puis physiquement aussi contre l'équipe que le Canada a cette année. Donc, il faut que tu amènes quelque chose de plus. Puis l'alignement de la Tchéquie ne l'a pas en ce moment. Je ne crois pas qu'elle l'a, en tout cas. Il y a Non, des puis joueurs que j'aime bien, qui sont assez robustes, mais c'est pas assez pour compenser. non, puis tu sais, Guillaume Villeneuve en commentaire, il a deviné où c'est que je m'en allais, là, clairement. Là. Mais tu sais, le dénominateur commun des trois, c'est que c'est juste une question de rancune. Là. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Radim Murtka est parti de l'Extraliga pour la CHL. Il est allé à Seattle. Soudainement, il n'est pas invité. Tu sais. Puis Adam Beignac, il a délaissé aussi la Tchéquie pour aller jouer en USHL. Soudainement, il n'est pas invité. Puis Dominique Badinka, c'est le pire. Honnêtement, c'est la pire justification que j'ai vue. Là. Ouais. L'entraîneur a littéralement dit que Dominique Badinka n'avait pas assez d'expérience dans ce tournoi-là pour aspirer à un poste dans l'alignement. Mais ça, c'est parce que Badinka, il a comme refusé de se joindre à la formation nationale dans un récent tournoi. Puis là, j'ai pas lu au niveau de la source le texte que j'ai lu. Je sais pas s'il parlait du championnat mondial ou du championnat mondial junior de l'année passée ou du 18 ou du Linka ou peu importe, mais il a boudé un tournoi international avec la Tchéquie. Puis là, on vient expliquer qu'on l'a pas pris parce qu'il n'y a pas assez d'expérience dans ce tournoi-là. Ce gars-là joue 20 minutes dans une ligue pro en Suède. Ouais. Viens me dire qu'il n'y a pas d'expérience. C'est pourri comme justification, honnêtement. Là. Non, non, c'est ridicule. On n'est pas là pour prendre une décision, mais m'amener. Des fois, les décisions sont un peu spéciales. Puis les raisons elles sont encore plus. Puis c'est exactement ça. On le connaît bien, Badinka. Là, c'est sûr qu'il aurait bien fité, surtout avec Murtka aussi. Puis avec Beignac, il y a des joueurs là-dedans qu'on s'en fout. Là. Ils n'auront jamais un pied en Amérique du Nord, jamais un pied professionnel. Puis les trois autres, ça risque pas mal plus d'arriver. Je ne suis pas le plus grand défenseur de Beignac. Mais au niveau junior, si tu veux de l'offensive, surtout dans un tournoi international, il te le faut, là. Il te le faut. Il connaît ce contexte-là. Tu sais, Adam Dieko, ou j'ai chaud, peu importe ce que vous dites. Oui, il joue en Amérique du Nord. Saleh aussi joue en Amérique du Nord. Il y en a d'autres là-dedans qui jouent en Amérique du Nord, mais ils ont quand même eu un parcours assez prolongé dans l'équipe puis de la Tchéquie, puis leur switch, ça fait plus longtemps qu'il a été fait. Fait que tu n'as pas le choix d'aller chercher. Parce que tu ne gagneras jamais sans Adam Dieko. Mais bon, bref. La pilule va passer. Ils vont être là l'année prochaine, probablement. Là. Mais non, c'est trois gros morceaux que tu mets de côté. T'es en défensive surtout. Là. À la place de Rochak puis Volas, là. Colin. Il me semble que c'est pas mal plus solide d'avoir mais Murtka. Badinka, il n'a pas d'expérience. Non, c'est ça. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas capable de jouer avec la flag sur le chest. Je comprends, là, c'est pas, mettons, un David Jiricek comme on le voyait à l'époque pour la Tchéquie. C'est pas un défenseur, mettons, que tu te dis il va runner le powerplay et tout ça, Badinka, mais même à ça, il serait quand même capable de le faire. Ben oui. Puis il peut te donner du très bon jeu sur les deux côtés de la patinoire. Puis c'est drôle, hein, mais je parle de David Jiricek, mais on met Adam Jiricek dans l'alignement quand ce gars-là n'a pas joué depuis le début novembre. Ouais. Tu sais, amène-toi une police d'assurance au moins avec Murtka ou Badinka, je sais pas. Là. En tout cas, Écoute, si tu veux. c'est particulier quand même. Yes. Pascal, la fameuse Finlande, Mm-hmm. ont-tu les munitions pour surprendre dans ce tournoi-là? T'sais, on a des gars quand même expérimentés cette année. Là, on a Kasper Altunen, on a Jesse Nurmi, on a également Konsta Helenius qui va revenir. Penses-tu que la Finlande est un peu underground? Ah oui, Les absolument. moyens de venir surprendre dans ce tournoi-là? Ils sont plus rugueux que la Suède. Moins de talent, c'est sûr, mais le jeu collectif de la Finlande a toujours été impressionnant. Puis c'est toujours ça qui a tanné les autres formations. Tu sais, c'est souvent la Finlande, c'est l'équipe qui va soit surprendre vraiment intensément ou complètement décevoir parce que l'offensive va pas cliquer. Puis en ce moment, tu sais,
la formation qu'il y a. Comme tu disais, il y a ici Nurmi, mais il y a Miettinen, Julius Miettinen qui est un salopard. Tom Lepa, juste pour son nom. Rasmus Kumpulainen, Jesse Keskinen, Emil Hemming, Konsta-Elenius, Altunen. En défensive, tu as Veti Väisänen, que je suis pas le plus grand fan, mais il est quand même capable de jouer défensivement. C'est un gars physique. Soini, qui est un gars two-way. Pieniniemi, c'est un gars de Pittsburgh, qui est quand même assez two-way aussi. Kevi Ariou, qui a des choses à te prouver. Mika Jokinen, qui n'a pas été repêché l'année passée, je me souviens bien, mais quand même, c'est un gars de transition. Donc, ils ont quelque chose à prouver. En fait, l'équipe a beaucoup de choses à prouver. Puis, je les mettrais pas de côté pour un upset, mais je pense pas que médaille d'or, mettons. Mais un upset en demi-finale, je serais pas tout surpris qu'il se ramasse avec la médaille de bronze, mettons, parce que c'est pas la première fois que la Finlande le ferait, puis ils ont les effectifs pour quand même surprendre, genre, de gagner par un but des gros matchs, là. Parce que le goaler, le goal sur la tête, puis qu'ils vont chercher le gros but dans un moment fatidique, là. Donc, Hey, faut pas les mettre de côté. ils ont un bon trio de gardiens cette année, je trouve. Moi, Petteri, Rimpinen, Kim Saarinen, puis Noah Valley, honnêtement, à ce jour, je sais pas qui va être numéro 1. D'après moi, Valley obtiendra pas le. Parce que je pense qu'il y avait eu une présence dans un récent tournoi, puis ça n'avait pas tant bien été. Là. D'après moi, on va donner le filet à Kim Saarinen, mais honnêtement, ça peut jouer. Ça joue vraiment de très très proche entre les trois gardiens, à mon avis. Là, c'est en fonction de ce que j'ai vu de ces trois-là. Mais c'est un tournoi, c'est tellement pas long, un tournoi qu'il suffit d'une contre-performance d'un gardien, puis tu tombes dans l'oubli pour le reste du tournoi, puis tout ce qu'on va se rappeler, c'est que tu n'étais pas bon ce match-là. Fait que le seul souvenir qu'on va avoir, c'est que tu n'es pas bon. C'est fou. C'est ce qui est plate de ce tournoi-là, mais c'est la réalité pareil. V'là 2 ans, c'est quoi déjà le nom du goaler l'année passée là, qui est Émile de Vigny. Finlande? Ouais, Vigny, c'est fou à quel point C'est qu'il y a 2 incroyable, ans. il n'est même pas là. C'est ça. Là, 2 ou 3 ans, on aurait dit que c'est sûr qu'il serait là. Puis tu vois, j'ai nommé les trois, là, puis pour moi, Vigny n'était même pas dans l'équation. Non. C'est à ce point-là à quel point son étoile a pâli. Emile Vigny qui était dans les tournois Linka qu'on a regardé, c'était le next big thing de la Finlande. Puis Moi, quand il avait 16 ans, c'était fou. Là, il était excellent. Là. Puis il a stagné. Ça a juste pas fonctionné ou il a été rushé. C'est vraiment dommage. exact. Puis c'est ça. C'est sûr que le développement d'un gardien de but, c'est quand même long, mais de voir à quel point ça a son potentiel a comme complètement disparu. Il a réellement frappé un mur là, une fois qu'il a changé de tranche d'âge. Fait que tu sais, est-ce que c'est un flop monumental à 100%? Impossible à dire à ce jour. Parce que le développement d'un gardien de but, ça peut être très long. Mais sa courbe de progression a pris vraiment un gros retard. Il repart de plus loin depuis qu'il a changé de tranche d'âge au niveau des adversaires sur la patinoire, dans le fond. Ce gars-là en USHL, probablement que ça aurait été une toute autre histoire. Ouais. À voir comment que ça a été tough de changer de tranche d'âge. D'après moi, 1 saison ou 2 durant ce temps-là en USHL pour ensuite aller à NCAA. Je pense que ça aurait été... En fait, c'est quasiment optimal comme chemin, là, comparativement à d'autres pays, là, je crois, en tout cas. Donc, c'est le chemin à souhaiter. Donc, j'ai hâte de voir la CHL, le rôle qu'ils vont avoir là-dedans, dans la production de gardiens de but qui vont passer par la NCAA après. Là. Vraiment hâte de voir. Mais bref, pour les Européens, c'est ça. C'est dommage parce qu'il y avait quand même du potentiel à 16 ans. Les États-Unis, champions en titre. On n'en a pas parlé encore. On va terminer le tour. On pourra glisser quelques mots sur la Slovaquie par la suite, là, mais je pense pas qu'on va s'éterniser sur l'Allemagne et la Lettonie. Là. Parlons des champions en titre, les Américains. Pascal, à ton avis, feeling rapide comme ça, est-ce que on a des chances de répéter l'exploit cette année du côté du tournoi qui se tient en sol canadien? Non, sûrement. c'est ça que j'ai vu sur le podium. Ils ont sinon un des meilleurs gardiens, Trey Augustine. Pour ceux-là qui se demandaient pourquoi Fowler n'est pas là, je pense qu'il est un late. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Je pense que c'est sa saison de 20 ans cette année, ça se peut-tu? Je crois que oui. C'est pour ça, probablement pour j'ai ça une qu'il est pas mémoire 23, numérique complètement à chier. Fait que oui.
Et donc une meilleure opinion de toi. Je suis réaliste, Pascal. J'ai une très bonne mémoire événementielle. Et pour ce qui se dit et tout, j'ai une mémoire photographique, mais pour les chiffres, là, je suis dégueulasse. Je me rappelle même pas de mon classement d'espoir de l'année passée. D'après moi, Rookie, moi. j'avais Vini numéro un. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que Ziv Boyum et J. Emery qui ont des rôles complètement différents. Mais c'est Blake Fiddler, je pense pas qu'il va avoir un gros rôle, mais on sait jamais. Paul Fisher, qui est un gars des deux sens à patinoire. Logan Hensler, c'est un joueur qu'on aimait quand même l'année passée. Cette année, ça va un peu plus mal au niveau de Wisconsin, mais le joueur en tant que tel a beaucoup de talent. Dans une bonne équipe, je pense qu'il va quand même bien jouer. Cole Hudson, qui va probablement être un des défenseurs les plus productifs du tournoi. Au niveau de l'offensive, ils ont un peu de tout. C'est moins rugueux que Canada, mais je pense que leur rugosité est très bien ciblée en des joueurs comme Ryan Leonard, comme Trevor Connolly, c'était une joke, Daniel Wilson, après ça, AJ Spilossi, qui va sûrement plaire à beaucoup de monde qui peut-être le connaissent pas. Là. C'est tout qu'un athlète. Teddy Stega, qui est une petite peste. Terrence, qui est bon défensivement. Brody Zimmer, qui est bon aussi physiquement. Fait qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de joueurs de rôle, mais le top 6 est incroyable. Donc, offensivement parlant, c'est du monde, ouais. C'est des joueurs de hockey qui ont qui ont grandi ensemble souvent dans les programmes de développement. Fait que ils ont une chimie, ils ont connu le programme américain, la structure de jeu. C'est juste une continuation. Donc, j'ai hâte de voir Leonard Perrault, puis Higgins. Donc, ben, on va voir ça. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que ça va peut-être manquer de profondeur du côté des Américains. J'ai pas l'impression qu'on a autant de star power, mettons, de puissance que dans la dernière année. Puis c'est surtout en défensive, tu sais. Il y a eu des bonnes pertes là, quand même dans la brigade défensive. Une chance que tu as un Trey Augustine en arrière qui. L'aspect défensif va se jouer beaucoup sur le gardien de but du côté des États-Unis, je pense. Puis contre les bonnes équipes du tournoi, j'ai l'impression que ça va leur nuire peut-être. Puis contre du jeu fermé, exemple, comme la Finlande est capable de faire, j'ai l'impression que ce manque de profondeur-là pourrait faire mal aux Américains. Ouais, c'est sûr que ça pourrait leur nuire un peu, mais tu sais, avec Higgins, Leonard, Perrault, après ça, t'as Connolly, Eiserman, Stiga. Tu sais, t'as quand même deux lignes capables de produire, puis avec Hudson sur l'avantage numérique, puis Boyum, tu sais, c'est deux unités de 5 assez dangereuses. Fait que, tu sais, ils sont capables d'aller chercher le but ou les deux buts qui font la différence au niveau de l'avantage numérique. Fait que, tu sais, les équipes qui vont se prendre contre eux autres, il faut absolument qu'ils soient disciplinés. Si la Finlande dans son tournoi, c'est l'équipe la plus indisciplinée, ça va être un tournoi de marde. Mais c'est ça. Fait que ça va être. Faut falloir que ce soit bien coaché les autres équipes contre USA parce qu'ils vont faire mal, je crois. On dit souvent qu'il ne faut pas baser notre opinion sur un simple tournoi. Ouais. Mais, tu sais, Matthew Schaefer va être à ce tournoi-là. James Higgins va être à ce tournoi-là. Ouais. Arthur Martin va être à ce tournoi-là. Y a-t-il un gros enjeu sur le repêchage 2025 au championnat mondial junior, selon toi? Pas nécessairement pour les deux Canadiens. Pour Higgins, oui. Pour leur mettre sur, pas la map, mais dans la bouche du monde. C'est Higgins et old news. Contrairement à Schaefer. Puis Martin, il navigue un peu là-dedans. T'sais, Martin, il n'y a pas nécessairement beaucoup à perdre parce que je pense pas que son rôle va être incroyable. S'il amène du physique, un peu comme Joshua Roy, là, c'est un gars offensif, oui, mais dans les tournois internationaux, il se donnait vraiment beaucoup, puis on voyait une portion qu'on connaissait pas beaucoup. Si Martin, qui est pas un gars rugueux, même s'il croit le contraire, puis que beaucoup d'observateurs, pas d'observateurs, mais de journalistes vont dire qu'il l'est, c'est pas un gars qui est rugueux à chaque soir, mettons, ou ben dans chaque présence. C'est vraiment pas ça. Puis je sais qu'il y a plusieurs podcasts qui en parlent aussi de ça. Là. Fait que vous le savez. Là. Mais s'il le fait, ça amène des très beaux arguments pour confirmation au niveau du top 2. Schaefer, il est en train de se séparer pour le niveau, le premier. James Higgins, faut qu'il
produise, il faut qu'il amène l'offensive, qu'il remontre au monde à quel point il est bon. Fait que, encore comme le début de l'année, c'est une place à perdre pour Higgins. Puis c'est la même affaire pour le tournoi. Je pense que c'est vraiment important pour lui, pour remontrer au monde que, mais veut pas, c'est pas le monde qui est important, c'est les recruteurs, puis les recruteurs le connaissent. Fait qu'on verra, là. Mais je pense que c'est plus important pour Higgins. À cela s'ajoute un certain Victor Eklund, on en a parlé tantôt, Ouais. mais tu sais, depuis quelques temps, c'est le genre de joueur qu'on voit dans un top 10, voire même top 5 Top 5, ouais. dans certaines listes. Est-ce que tu penses que justement cette tractation-là va se poursuivre avec le championnat mondial junior pour le repêchage 2025? Ça demeure un tournoi international, donc ça n'a pas beaucoup de valeur quand même pour ce genre de joueur-là. Parce qu'il joue dans l'Allsvenskan. Oui, c'est le fun, il joue contre des hommes puis il produit, mais ça demeure quand même assez ouvert, comme pas nécessairement ouvert, mais c'est pas le niveau le plus structuré. S'il ferait le même genre de saison, s'il ferait, mettons, plus qu'un point par match dans une ligue canadienne de hockey ou dans NCAA, je pense que ça aurait plus d'impact que de faire 0.75, je sais pas c'est quoi sa production, ou 0.50% de points selon son nombre de matchs dans la hockey Allsvenskan. C'est talent, c'est un peu un point négatif au niveau des Européens, mais c'est la projection, c'est l'analyse, c'est son gabarit qui est pas super imposant. On a son frère pour prouver que ça pourrait être un gars peut-être intéressant, mais non, moi, quand je le vois dans le débat pour le numéro 1, le Dark Horse pour le numéro 1 ou bien pour le top 5, je suis comme non, je le vois pas là. C'est pas un mock draft, fait que le monde il évalue son talent. Parce que quand je monte ma liste, moi, c'est pas un mock draft. J'imagine que le monde qui font des listes, c'est ça pour la plupart. Ils ont le droit de le mettre là au niveau du talent à long terme. Mais c'est pas mon cas. Top 15 gros max à mes yeux en ce moment, à cause du risque qu'il représente et de la ligue dans laquelle il joue. On apprend un peu des fois. Exact. Parlons brièvement de la Slovaquie. La Slovaquie qui se présente avec une formation en fin de cycle, si on veut. On a eu des belles éditions de la Slovaquie avec les Mécheurs, Slavkovski, etc., etc. Là, on dirait qu'on achève un peu ce cycle-là. On est sur la fin. Il y a un certain Dalibor Dvorsky qui se joint à l'alignement présentement. Est-ce que tu crois, un peu comme Jiri Kulich a su le faire dans la dernière année, est-ce que tu crois que Dvorsky a ce qu'il faut pour traîner la Slovaquie vraiment vers le haut? Puis tu sais, je parle pas d'une finale en particulier, mais tu sais, vraiment d'être dans le portrait, mettons. Puis vous aurez remarqué, j'ai pas dit dans le mix. On nous a dit en commentaire, il faut trouver une autre expression pour arrêter de parler du mix. Puis j'étais tellement d'accord. Dans le portrait, c'est le vrai terme, en fait. On va parler du portrait. Est-ce que Dalibor Dvorsky a ce qu'il faut pour amener la Slovaquie dans le portrait en ce tournoi-là? Il va falloir qu'il y ait de l'aide de Sterback et de Orben au niveau des gardiens de but. Parce que sans un très bon gardien de but qui goal sa tête, en fait, la Slovaquie, sans gardien de but, jamais il y aurait de médaille ou jamais qu'il serait des Dark Horse. Je dirais que généralement, une équipe de hockey qui n'a pas de gardien de but, non, mais qui dans le sens qu'il n'y a personne devant le filet, ça va pas bien. Ouais, je suis très au courant. Tu prends au premier degré ma force, c'est ça que ça fait. Mais dans le fond, que je disais, fuck off. C'est une chose. Non, mais pour un pays comme ça, il faut que ton gardien de but il te sauve 1 ou 2 matchs pour donner la chance à des joueurs de talent dans l'équipe de marquer. À part Dvorsky, pas besoin d'être intéressant. Miroslav Satan aussi, mais Pekarczyk aussi, qu'on connaît bien. Mais non, j'y vois pas tout dans le collimateur du podium ou même de la 4e position dans le match de médaille de bronze. Ça pourrait arriver, mais il y a au moins 4 équipes, voire 5. Il y a 5 équipes qui sont meilleures que les autres. Donc, je les vois pas y arriver. Les 4 nations puis la Tchéquie, effectivement. Je pense qu'ils sont supérieurs. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que je vois aussi. Ils ont des projets intéressants, mais je pense pas que collectivement, ils ont ce qu'il faut.
Pascal, qui sera le meilleur joueur de ce tournoi-là? Je te permets d'en nommer 3, en fait. Les 3 meilleurs joueurs du tournoi, tes prédictions. Un par équipe ou bien 3, ça peut être dans la même équipe? Un Ça par peut être équipe, mettons. n'importe quel. D'équipes différentes, là. On va donner. Ouais, Pour que 3, je mais prenne des 3, équipes va. différentes. Ouais. Ben écoute, Easton Cowan, pour le Canada, tu sais, je pense qu'il pourrait, tu sais, comme je disais, c'est pas nécessairement un espoir que je vois sur un premier trio à Toronto, mais niveau junior, dans un tournoi comme ça, que l'équipe est vraiment bien montée, je pense qu'il y a quand même le potentiel d'amener beaucoup de production puis de l'énergie. USA, je pense que euh, il y a beaucoup de candidats, mais je vais dire Cole Hudson pour la production offensive, comme je l'ai dit un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit très, très, très productif. Oui, il y a Zeev Boyan, ça je pourrais dire Zeev Boyan, ce serait pas mal moins risqué. Mais Hudson, je pense qu'il y a des chances aussi qu'il produise vraiment beaucoup. Je vais dire Hudson, au pire. On s'en fout. Puis après ça, pour on va dire la Suède, mettons. Ouais, Sandin Pelika. Sandin Pelika, je pense qu'il pourrait être le gros. La pierre angulaire de l'attaque, la transition de cette équipe-là. Défensivement, ça n'a jamais été incroyable, mais niveau junior, tu sais, c'est pas que c'est pas important, mais il y a un bon bâton, il y a quand même une bonne conscience, il y a un bon, il y a un bon jeu de pied, fait que je pense qu'il y a quand même des chances que. Puis Oscar Vallet, non, c'est une joke. Monsieur Violet, dont je pense que ce sera un trio assez intéressant. Puis toi, Bodé? Ben, moi, en premier lieu, je pense que Dalibor Dvorsky va être le peut-être le meilleur joueur, là, mais il va être assurément dans le top des meilleurs joueurs de ce tournoi-là, malgré la formation pauvre qu'il aura. Ce gars-là, je m'attends à ce qu'il joue un Ah ouais. 23, 24, 25 minutes par match. Début de saison en Ligue américaine, plus discret, mais à ses récents matchs, il a été joueur du mois de son côté euh, au mois de novembre. Il y a eu une très belle progression offensive dans la Ligue américaine. Fait que je pense que ça va se poursuivre de plus belle au championnat mondial junior. Ça serait peut-être pas suffisant pour la Slovaquie, mais individuellement, Dvorsky va être très dominant dans ce tournoi-là. Ah, c'est sûr, assurément. Assurément sûr. Je serais allé par la suite avec la Suède. Euh, J'aurais aimé ça dire Otto Stenberg, mais je suis d'accord avec Axel Sandin Pelika parce que Sandin Pelika va tellement jouer beaucoup de minutes qu'il va être jumelé à Stenberg, il va être jumelé au deuxième trio, il va être sur le premier powerplay. Fait que, par sa charge de travail, il va fort possiblement récolter plus de points au final. Fait que c'est vraiment plus une question mathématique, mais outre ça, son impact sur la patinoire, c'est clairement le pilier de l'équipe suédoise, à mon avis. Fait que je vois pas comment Axel Sandin Pelika pourrait pas s'élever comme meilleur joueur dans ce tournoi-là. Copia. Copia. Pour C'est bon. les. Je vois-tu avec le Canada ou les Américains? Je vais y aller avec. Écoute, je vais y aller avec le Canada, puis moi, je vois vraiment Carl Ritchie comme meilleur joueur pour l'équipe canadienne. Euh, je pense que Ritchie a montré des. Il a, il a effacé les doutes concernant son offensive depuis son année repêchage. C'était quelque chose qui nous freinait peut-être dans nos évaluations parce qu'on avait de la misère à l'accrocher sur son upside offensif. Puis, je sais pas si c'était la nervosité d'une année repêchage ou peu importe. Les choses se sont comme replacées aussi à Oshawa. Son expérience avec l'Avalanche, ça n'a pas été si long que ça, mais il a très bien fait dans Ouais, les matchs vraiment. préparatoires. Il a bien fait à ses matchs dans la Ligue nationale aussi. Fait que je pense que Carl Ritchie peut être ce meneur-là en attaque, peut être le gars sur qui l'offensive va se reposer. Puis en plus, c'est un gars qui est bon sur tous les sens de la patinoire. Fait que je pense que il risque de s'élever parmi les meilleurs joueurs de ce tournoi-là. Ouais, puis tu sais, ce qui serait vraiment nice, ce serait Higgins
Après ça, Schaefer puis Eklund, mettons. Tu sais, vraiment comme gros trio du repêchage 2025, ça serait Ouais. quand même nice, sérieusement. Ouais. Tu sais, Martin aussi, mais je pense pas que ça va arriver. Mais sérieusement, ça serait assez cool que ce soit des gros joueurs dans le tournoi, là. Faut pas négliger non plus Trey Augustine au niveau Ouais, des c'est vrai. MVP de ce tournoi-là. Là. Tu sais, si j'avais à cibler quelqu'un avec les Américains, ça aurait été lui, là, honnêtement. Hmm, Je pense que pas c'est faux. vraiment la pierre angulaire de cette équipe-là. Malgré le fait qu'on a un premier trio, deuxième trio très offensif, tu sais, je pense que Trey Augustine va vraiment sauver le derrière à quelques occasions de la défensive, à mon avis. Ouais. Puis, prédiction de médaille, Pascal, qu'est-ce que Je me suis qu'est-ce que préparé, tu... je me suis préparé un déguisement pour Oh. te dire ma médaille d'or. On va y C'est aller. pas vrai, mais bon. Médaille d'or, médaille d'argent. Oh, il a mis son chapeau de poêle pour ceux qui sont en Yes. audio. Donc, j'en déduis que tu vois les Canadiens gagner cette médaille d'or. Est-ce Non, que tu c'est mets ton chapeau de scandinave. poêle? C'est Oh, scandinave OK. comme déguisement. OK. C'est la Oui, Lettonie qui va gagner. c'est ça. Avec Mikus Vegvanags comme gardien de but. Oui, je pense que le Canada, médaille d'or, c'est sûr et certain qu'il y a des bonnes chances qu'il soit là. Puis pour le reste, toi, c'est celui-là que tu vois aussi? Ouais, Canada, médaille d'or. Parce que tu es à domicile, parce que tu as eu un gros échec l'année passée en n'ayant pas de médaille. Je pense que les vétérans de ce club-là qui ont vécu ça vont se lever. L'entraîneur va aussi gérer de façon différente, fort probablement. Je pense vraiment que le Canada va rebondir et aller gagner une médaille d'or à domicile. Cette finale-là, Pascal, va se faire contre la Suède. OK. Moi, je mets la Suède médaille d'argent. OK. Moi, j'espère USA. Si possible. J'ai pas fait la prédiction des classements. C'est mêlé un peu dans la ronde des médailles. T'as comme des switches Ouais. de groupe, là. Donc, tout peut arriver, en fait. Fait que c'est ça qui est le fun avec ce tournoi-là. Donc, moi, je vais avec un classique Canada-USA. Médaille de bronze, Pascal. On verra. Non, Suède. Moi, j'y vais avec la Finlande. Suède-Finlande. Match de médaille bronze. États-Unis-Finlande en bronze. Pas de médaille pour les États-Unis cette année, Pascal. Ouh! Ah ouais. J'essaye d'aller spicy un peu. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que t'aimes pas Connelly, maudit. Ok, rapport. C'est une joke. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est une vente d'étape personnelle. Ouais, c'est ça. Non, mais je C'est une vendetta de classe mondiale. pense que en tout cas, on voit avec le programme américain cette année, qu'est-ce qui s'en vient. J'ai l'impression que les belles années des États-Unis, on les a vécues, puis je pense que la claque d'en face pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Fait que, en tout cas, c'est une analyse très personnelle, puis je risque de me tromper. Puis si je me trompe, Pascal, on fera un autre épisode des takes Twitter de marde. Ouais, faudrait gager des affaires des fois, mais qui impliquent pas de l'argent, parce qu'on est cassé. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que je porte un chandail marqué Matt Parra est une bonne personne. C'est une joke. Donc, c'est ce qui met fin à notre spécial championnat mondial junior. Pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans l'épisode, vous avez vu nos prédictions. On vous invite à faire de même en commentaire. Écrivez-nous vos 3 meilleurs joueurs du tournoi. Écrivez-nous votre tableau des médailles en commentaire. Ça va nous faire plaisir de revenir là-dessus sur nos propres prédictions aussi, surtout à la fin du tournoi, quand on fera un recap, un résumé, analyse du tournoi et tout, de ce qu'on a vu. Puis pour le reste, Pascal, passe de joyeuses fêtes avec la famille. Ouais, On toi va aussi. avoir assurément l'occasion de se reparler. Mais à nos auditeurs également, passez des joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille, prenez soin de vous, amusez-vous. Amusez-vous. Faites le mal, mais faites le bien, comme Ouais. dirait un grand sage. Euh, donc voilà, le TSLH Podcast va être de retour possiblement après le temps des fêtes là, pour parler justement du championnat mondial junior. Donc d'ici là, on va peut-être sortir quelques segments sur la chaîne YouTube.
Fait que si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas, un petit abonnement, un petit like, c'est toujours apprécié. Yes. Donc, merci à tous. Puis encore une fois, passez de joyeuses fêtes. Et on se revoit en 2025. Bonne année. Bonne année.